Deuxième partie avec Jean Brun qui vérifie les informations auprès de William Graff qui nous a rejoint. Bonjour William, le président du comité gardois de karaté, c'est ça? Je ne me suis pas trompé. Et puis vous nous avez amené également Nadir Benaïssi, champion du monde, mesdames et messieurs, tout simplement. Champion d'Europe. Ah, il nous avait dit, j'ai aussi été champion de France. Enfin bon, tant qu'on y est. De karaté, bien sûr, en poids lourd, plus de 84 kilos pour nous parler. Ce sera dans un instant de la Coupe de France qui se déroule à Nîmes. Décidément, on est très coupe. On a également Philippe Blin qui nous a rejoint. Merci Philippe d'être avec nous sur ce plateau pour faire le point sur l'intersaison de volley. Mais comme on aime bien faire les choses dans l'ordre, n'est-ce pas Jean, on va nous parler de foot une dernière fois. Oui, c'était la dernière, donc après on arrête, tranquille pour après, à peu près un mois. On arrête. Alors, on parle de foot, on parle dans l'ordre de Ligue 1. Allez, on parle de Ligue 1 et Montpellier qui a terminé comme c'était écrit, comme 2-0 la défaite à Toulouse. Il n'y avait plus rien à jouer, René Girard s'en va. Et Montpellier avait plus le cœur à ça. Donc Montpellier s'incline 2-0, a noté le match nul de Marseille face à Reims. Et puis Montpellier qui finit 9e. On va voir le deuxième but, non? Même pas, non? Même pas. Même pas. Même pas, non, mais écoutez, là pour le coup, il était temps que ça se termine pour Montpellier. Même pas les résultats, tout ça. Ils ont vécu vraiment 5 dernières journées un peu complexes depuis l'annonce du départ de René Girard. Ils n'arrivaient plus à se retrouver collectivement. Voilà, ça s'est terminé. Beaucoup de joueurs vont s'en aller. Un jus de boudin, s'ils trouvent des clubs, ce qui n'est pas toujours écrit. Ce qui n'est pas garanti, ouais. Et puis on verra bien. Au classement, ça donne quand même évidemment le PSG premier de ce championnat. Marseille second, donc qualifié pour la Ligue des Champions. Lyon troisième. Le tour préliminaire. Montpellier Nice 9e. Nice qui finalement a quelques encablures du podium. Coiffe Saint-Etienne pour la 4e place. Et puis donc Montpellier, 9e avec 52 petits points, c'est-à-dire à peu près 30 points de moins que l'année dernière. Quand on voit le classement, on peut se dire que c'est dommage parce qu'il y avait déjà, ne serait-ce qu'en faisant un tout petit effort, moyen de finir 7e. Et vraiment, ce qui est rageant, c'est qu'il n'a pas manqué grand-chose pour que cette équipe de Montpellier démontre que même en étant un club pas attendu au titre de champion de France, on pouvait faire une deuxième belle saison en finissant dans les 5 premiers. Vraiment, il y a eu 2-3 moments clés de communication qui n'ont peut-être pas été super bien gérés pour permettre à Montpellier de finir correctement cette saison. À noter que les joueurs sont donc en vacances à partir d'aujourd'hui, que René Girard, depuis ce matin, n'est plus sous contrat avec Montpellier et que Jean Fernandez a fixé la reprise de l'entraînement au 27 juin. Donc vous voyez, ça va aller très vite. Ils ont un petit mois de vacances et c'est reparti. Avec qui, on ne sait pas. Est-ce que Cabella sera toujours là ou sera-t-il parti à l'OM? Est-ce que Belanda sera là ou pas? On verra bien. Et a priori, les portes sont ouvertes pour beaucoup de joueurs, non? Exactement, notamment pour Belanda et pour Bédimon. Et pour Bédimon, pas forcément pour Cabella. Ah, normalement, il est intransférable, sauf 10 millions d'euros. Mais ça se discute, c'est toujours pareil. Vous savez, quand on dit qu'on est intransférable, en général, ça veut dire il va falloir payer cher, mais on peut discuter. Mais on peut discuter. C'est ce que ça veut dire. Intransférable, ça dépend du prix. Ouais. Allez, on va clore. On a clos aussi un dernier Payet hebdo cette semaine, ou un avant-dernier? Un avant-dernier Payet hebdo. On fera le bilan de la saison avec les consultants habituels de l'émission jeudi soir. Et puis Christophe Chez fera aussi le point sur les Nîmois qui ont aussi terminé, mais eux ils ont terminé en beauté par une victoire 4-2 face à Auxerre, au Costières, et vous y étiez. Eh bien j'espère bien. Qu'est-ce qu'on a? On a des images là, regardez, cette magnifique ouverture du score. De la tête par Aurélien Bosch, défenseur central du Nîmes Olympique, perdu là-bas au loin avec une magnifique coup franc de Pierre Boubi. Égalisation sur penalty, un vrai penalty incontestable des Auxerrois. Ensuite, il y aura Mathieu Robaille pour le 2-1. De nouveau Pierre Boubi, regardez, hop, tac, il est pas beau celui-là. Voilà, passe décisive et but pour le milieu défensif de Nîmes Olympique, Pierre Boubi. Il se passe des belles choses au Costières, n'est-ce pas? On a plus rigolé au Costières qu'à la Payet cette année. Et regardez celui-là aussi, s'il est beau. Avec Malik Sissane. Encore Pierre Boubi au coup franc et le petit jeune, enfin le petit, pas petit parce qu'il est assez grand, mais le jeune Malik Sissane qui sera toujours du mois. On fera le point sur les transferts, les départs, les arrivées dans Croco Hebdo demain 19h45. On écoute les interviews d'après-match. On écoute forcément Victor Zvinka, voire peut-être, j'espère, Nicolas Bédézé. Je sais pas, j'ai pas vérifié. On écoute.
On m'a dit, tu finis bien, tu recommenceras bien. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais je crois qu'on a mis un peu plus la manière même. Ça aurait été peut-être embêtant de finir par 4 défaites. Et donc ils ont su trouver, je pense d'abord les mots entre eux, puis après sur le terrain, trouver de la qualité dans le jeu, être collectif. Et puis je répète, il y a eu de très beaux buts. Voilà, Victor Zwenka. On aura Nicolas Bénézé demain, ce sera dans Croco Hebdo. On ne l'aura pas comme invité parce qu'il est déjà parti en vacances. Nicolas Bénézé qui, lui, devrait être transféré. Voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a fait ses adieux très émouvants vendredi soir au public nîmois. Nico Bénézé qui pourrait aller du côté du Sporting de Bastia. On a entendu beaucoup ça. Mais si vous commencez à parler de supplication, Cyril Jeanchamp est en contact avec Nîmes Olympique et on pourrait le voir arriver au Costières. Mais bon, là, c'est plus que des supputations. Le départ est avéré pour Nicolas Bénézé. On jette un œil au classement avec les Nîmois qui peuvent nourrir quelques regrets. Ils sont 8e. C'était l'objectif en début de saison, entre 8 et 12. 58 points. Mais regardez, ils sont à peine à 5 points du 4e, 11 points du 3e. Il y avait quelque chose à faire là encore. Beaucoup de points ont été perdus à un moment de la saison. Bon, c'est comme ça. En tout cas, personne n'espérait à ce point un si bon résultat, une si belle saison des Nîmois. On y revient demain dans Croco Hebdo et ce match, donc Nîmes-Auxerre, tout à l'heure 19h45, en grand format sur TV Sud, bien sûr. On parle de foot féminin. Exactement, parce que là aussi, ça se terminait. C'était la dernière journée du championnat de France de Ligue 1, de D1 féminin. Montpellier disputait la 3e place de ce classement à Juvisy. Montpellier rencontrait Saint-Etienne. Je vous propose de voir le résumé de Denis Tulot. Dernier match de la saison de championnat pour les joueuses du MHSC, mais aussi pour son coach depuis 6 saisons, Sarah Mbarek, qui quittera le club. Les supporters et le staff ont donc décidé de lui rendre hommage avant le début de la rencontre. Rencontre que les Montpelliéraines démarrent tambour battant en multipliant les débordements, obligeant ainsi les Stéphanoises à jouer bas et à commettre la faute. L'arbitre siffle donc un penalty dès la 8e minute. Odalataf s'en charge mais perd son duel. 0-0 à la pause, les Montpelliéraines ont poussé mais ont manqué d'efficacité. Concrétiser les occasions, je pense. Parce que voilà, on a eu un penalty qu'on marque pas, on a eu plusieurs occasions face à face qu'on marque pas, donc je pense que c'est la clé du match, c'est sûr. Ils ont mis beaucoup d'impact dans les duels. Maintenant, on la connaît. Maintenant, Saint-Etienne, on sait qu'elles n'ont pas battu PSG en demi-finale pour rien. Donc voilà, c'est une très bonne équipe de D1. Donc je pense qu'il fallait être encore plus dur dans les duels et surtout concrétiser les occasions. Retour de pause et des Montpelliéraines toujours aussi conquérantes, chevauchées de 2 Rivières qui butent sur la portière stéphanoise. Le ballon échoue dans la surface. Assis reprend 2 volets, mais la gardienne parvient à stopper ce tir. Superbe mouvement collectif à la 72e minute de jeu. Pervier décale sur le côté gauche pour Digelman qui sert parfaitement d'élite d'effet de tout marquage. 1-0, les Héroltaises parviennent enfin à concrétiser leur domination. 10 minutes plus tard, les visiteuses débordent et asphyxient la défense montpelliéraine qui commet la faute. Coup franc axé aux 20 mètres que Léonie Fleury, fraîchement entrée en jeu, expédie d'une lourde frappe au fond des filets. 83e minute, les Stéphanoises poussent à l'image de cet enjambé solitaire de Chomette qui à bout de souffle déclencherait une frappe trop molle pour inquiéter la portière héroltaise. Un but partout score final, fin d'une saison frustrante en championnat. Voilà, un petit peu déçu en championnat sur le parcours. En même temps, voilà, c'est une équipe très jeune qui, je pense, qui a acquis de l'expérience cette année. On verra ce que ça donnera l'année prochaine, mais par rapport au parcours de la saison, voilà, on est à notre place et par rapport aux moyens qu'on avait aussi au niveau de l'effectif et au jeune âge du groupe, ben voilà, on est à notre place, je pense. On aurait pu atteindre la 3e quand même, c'est sûr. Ça reste quand même une petite déception. Par contre, en coupe, on fait un beau parcours en espérant battre Lyon sur la demi-finale. Et on verra, on fera le bilan vraiment à la fin. Il reste au Montpellier-Rennes une demi-finale, voire une finale de Coupe de France en cas de qualification. Des matchs qu'il faudra gagner pour finir la saison de la meilleure des manières. On jette un œil rapidement sur le classement des Montpellier-Rennes. Avec des Montpellier-Rennes 4e, hein. Ça y est, c'est fini là aussi, hein, on est bien d'accord. Ouais, 4e, vous voyez un petit point de Juvisy qui finit 3e, voilà. C'est dommage, c'est comme ça. Ce match nul a été fatal. Un mot de cette Coupe de France avec un match à rejouer. Exactement, le match est à rejouer et il se jouera le 4 ou le 5 juin, puisque la finale face à Saint-Etienne se jouera le 8 juin. Donc il faut absolument jouer dans la semaine qui va arriver, donc mardi ou mercredi prochain. Je jouer la demi-finale avant la finale. Il vaut mieux, c'est plus pratique. Il faudrait pas me mêler. Sinon ça devient compliqué à gérer intellectuellement. Voilà. Allez, on est très en retard et nous vous fait des gros yeux. Marlène est là pour le rappel des titres.
C'est pas souvent que vous nous faites les gros yeux, Marlène. Mais là, on le mérite. Cette affaire de prise d'otage, heureusement, avortée, c'était ce matin à Nîmes. Oui, dans une école primaire du quartier Pissevin, vers 11h du matin, un jeune homme réussit à s'introduire dans l'école Henri Vallon. Il passe par-dessus le portail, entre dans une classe de CM2 et menace le directeur sous les yeux de la vingtaine d'élèves. Le jeune adolescent de 17 ans est ensuite neutralisé par le gardien de nuit. Personne n'est blessé, mais les jeunes et l'équipe enseignante sont bien entendu choqués. Une cellule psychologique a été mise en place dans l'établissement. Et puis, trafic de drogue à Lunel. À Lunel, oui, c'est un trafic qui devait arroser l'Hérault et le Gard, qui partait donc depuis Lunel. C'est bien placé en même temps, Lunel. Voilà, c'est pile poil sur l'Huidourle. Si je peux me permettre. Tôt ce matin, près de 200 gendarmes ont été déployés dans la ville. Ils ont procédé à l'interpellation de 27 personnes soupçonnées donc de revendre du cannabis et de la cocaïne. 5 d'entre eux seraient à la tête de ce réseau et des perquisitions et interpellations ont eu lieu notamment dans 4 commerces du centre-ville qui seraient des plaques tournantes de cette drogue. C'est du sport et c'était pour la bonne cause. La Montpellier-Rennes, c'était hier. Ouais, la 5e édition de la course. Plus de 3600 coureurs, petits et grands, ont pris le départ de cette course caritative hier sur l'esplanade Charles de Gaulle. Vous le voyez sur ces images. Pour un parcours de 4 km dans les Cussons, une épreuve sportive, mais aussi un moment festif pour promouvoir la lutte contre le cancer du sein et surtout la nécessité d'effectuer des dépistages réguliers. Et de très belles images. La météo, vous n'avez pas changé d'avis, il pleut demain. Non, j'ai pas changé. C'est pas mon service là pour le coup. Il pleut, surtout l'arc méditerranéen. Les températures toujours fraîches. Voilà, le matin entre 7 et 9, l'après-midi entre 16 et 19 degrés sur l'Hérault et le Gard, avec un espoir que le soleil revienne en milieu de semaine. Peut-être même qu'il fera beau ce week-end. Genre mercredi. Genre mercredi, jeudi, et puis samedi, ça se dégrade. Non, je sais pas. Merci Marlène. Le journal en totalité, c'est à 19h30. Et je me tourne vers Philippe Blin, qui est avec nous. On vous a reçu il y a quelques semaines à propos justement de la réorganisation du Montpellier Volley. La question, elle est simple. Où en êtes-vous aujourd'hui? Ça y est, là, maintenant, on est dans l'intersaison. On se rappelle, les playoffs, ça a été raté de peu, mais ça a été raté. Une saison, donc, au final, qui a été sauvée, mais une saison difficile. Et il s'agit de repartir sur des bonnes bases pour l'année prochaine. Déjà, en termes d'organisation, comment ça va se passer au sein de l'équipe? Raté, je crois qu'il y a eu une belle fin de saison, une belle dynamique de fin de saison, même si c'est vrai que le petit point de plus aurait permis de passer en play-off, mais il y a eu une dynamique qui s'est mise en place, donc on a gardé une belle ossature montpelliéraine, on va dire, de l'équipe, donc elle est restée là. Il fallait lui ajouter des gens de talent pour pouvoir, sur les 2-3 prochaines années, aller chercher un titre. Donc c'est ce qu'on a essayé de construire là pendant un bon petit mois. Donc c'est vrai que la première personne qu'on est allé chercher, c'était un passeur de renom et de qualité qui était capable un petit peu de reprendre la suite de Loïc Lemarais qui sera encore avec nous la saison prochaine et qui a fait une excellente passage avec Montpellier. Et donc c'est vrai que Raphaël Redwitz c'est un peu le joueur qui en plus vient de rentrer en équipe de France là, qui va amener l'expérience à ce jeune groupe qu'on a gardé. Et puis après il a fallu compléter avec l'idée générale, c'était de dire il nous faut une équipe qui reflète bien un petit peu le caractère de ce qu'on voulait mettre sur le terrain, c'est-à-dire une équipe jeune, ambitieuse, spectaculaire. Donc c'est vrai qu'il y a un jeune libéraux qui va arriver, qui a un gros potentiel au niveau défensif, qui devrait assurer le spectacle. Donc c'est un petit peu la promesse qu'on fait pour la saison prochaine, jouer le haut du classement et puis surtout en plus sur le terrain donner un visage un peu celui qu'on a vu à la fin de la saison, très combatif, avec l'envie d'aller chercher les résultats. Au niveau de l'organisation, le coach actuel, Arnaud Josserand, est reconduit. Comment ça va s'organiser? Comment ça va se passer? Disons que très certainement que je prendrai le poste d'entraîneur à Montpellier avec bien entendu Arnaud Josserand qui restera avec moi pour encadrer l'équipe. Donc ça, sur la partie sportive, ça va être cette organisation-là. Et puis après, le gros changement de l'organisation, c'est tout ce qu'on est en train de développer à l'intérieur du club pour le transformer, je dirais, avec un grand groupe de dirigeants qui étaient présents dans ce club historique, mais il fallait y ajouter une partie très professionnelle, amener des compétences à la fois dans la partie communication, à la fois dans la partie recherche de partenaires. On a un de
entrepreneurs, Charles Brigueboul, qui va prendre en main le club des entrepreneurs, donc ce qu'on va monter. Donc vraiment l'envie de professionnaliser le club pour que quand les résultats sportifs vont être là, qu'on soit capable de les mettre en lumière et de faire en sorte que ce club-là vraiment continue son ascension. Et retrouver le MUC d'antan. Alors celui d'antan, sur la partie historique, sur la partie résultat, sur la partie famille, certes, mais forcément ça sera plus le club d'antan parce qu'au jour d'aujourd'hui le sport est quelque chose d'autre. Donc c'est justement on va. Et ça c'est le côté un peu nostalgique. Mais il faut le garder la nostalgie, l'historique il faut le garder. Je faisais des quéquettes moi. Parce que Jean Kahn a pas mon âge, vous le voyez bien. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il faut rappeler que le père de Philippe était le président. Du MUC à l'époque où Jean Kahn jouait. Oui, mais je jouais pas avec lui. Moi, j'étais en vétéran déjà à l'époque. Oui, merci de la précision. J'étais le roi de la quéquette. Et Philippe Blain a aussi joué à Montpellier comme joueur. Rassurez-moi, il n'a pas entraîné Jean Kahn. Non, il l'a pas entraîné. Il l'aurait pas gardé dans l'équipe. Pour réaliser un projet tel que celui-là, il faut des fonds. Moi, on m'a dit qu'il y avait des investisseurs qui avaient déjà, vous avez déjà fait signe. Comment il présente ça ? On m'a dit. Est-ce que Louis Nicolin serait pas trop loin de Montpellier volé ? Il est même très très proche. C'est vrai que moi, c'est la première personne à qui j'ai pensé quand on a imaginé construire un projet sportif conséquent sur Montpellier. C'est vrai qu'il a toujours été présent auprès du club. Il a toujours répondu en plus et en même temps dans les moments difficiles. Donc je pense qu'il est normal aussi qu'il réponde et puis surtout qu'il soit mis en avant le jour où on repart sur une nouvelle dynamique. Donc effectivement, Louis Nicolin a assuré de son soutien. Mais maintenant, à nous de faire en sorte qu'il ne soit pas le seul et que ça ne soit que le début d'une dynamique qui, encore une fois, avec mon arrivée plus le soutien de Louis Nicolin, c'est deux bons starters pour partir là-dessus. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, il va falloir des résultats sportifs et il va falloir une belle organisation. Alors après, il y a un dernier problème à régler, c'est le problème de l'espace. Où est-ce que vous jouez ? Puisque là, cette saison, vous jouez dans Montpellier a joué à site habituel ou vous délocalisez systématiquement à Castelnau et un peu au Palais des Sports Pierre de Coubertin. L'an prochain, vous aurez un domicile fixe ? Écoutez, ça, c'est encore des choses qui sont en cours de discussion. Je pense que tout le monde s'est rendu compte et a bien compris qu'effectivement, aller jouer à Castelnau permet de créer un environnement plus favorable à l'équipe, que ce soit en termes de résultats, mais aussi surtout en termes d'influence, en termes de capacité à construire quelque chose. La salle de Coubertin est une très belle salle de volley-ball. Par contre, c'est vrai que l'environnement, l'absence de parking pose de gros problèmes. C'est un peu compliqué pour se garer. Et si on veut véritablement créer le projet que l'on veut créer, on a envie de le créer avec du monde dans la salle, avec cette dynamique-là. Donc forcément, ça passe par le fait qu'on aille à Castelnau. Ça va peut-être pas se construire en un jour, mais disons que la dynamique est bien lancée. La saison reprend quand ? 8 octobre, mais bon, on va commencer bien plus tôt. Mais c'est vrai que là, on a quand même, il faut aussi souligner qu'on a beaucoup de joueurs qui sont pris en équipe de France. On en a 4 là qui sont en équipe de France avec Le Goff, Lafitte, Redwitz et Julien Linel. On en a 3 qui sont dans l'équipe à prime, donc plus donc ils vont continuer à jouer. Donc vous reprenez plutôt septembre alors. Eux, ils sont pris là-dedans, donc on commencera, normalement, ça va commencer au 12 août, la reprise des entraînements, et après on verra combien seront encore pris dans les équipes nationales. Et vous verrez si vous prenez Jean Kahn à ce moment-là. Voilà, il est en train de se tâter pour voir si... je sens qu'il a envie d'entraîner de nouveau, c'est ça, c'était trépigné. Là. De nouveau, messieurs, on va marquer une deuxième courte pause et on se retrouve pour la troisième partie des aléas du direct. À tout de suite.